Philippe de Villiers, rebonjour. On a abordé très rapidement un premier thème et on devait commencer bien évidemment par ce drame et cette attaque atroce. L'assassinat d'un jeune homme dans une mosquée du Gard a suscité une vive émotion dans toute la France, Philippe, et a nourri de nombreuses polémiques et accusations. Avant de vous poser cette question, de quoi ce drame est-il le nom? Peut-être une première réaction, en restant très prudent, bien évidemment, après les déclarations de la procureure de la République. Vous avez raison, il faut rester très prudent. Elle a parlé parfois entre les lignes et l'enquête n'a pas encore vraiment commencé puisque le criminel n'est pas encore en France. Je dirais simplement ceci. D'abord, comme tous les Français, nous nous inclinons devant ce crime barbare, qui plus est dans un lieu de culte. Et tous ceux qui savent ce que veut dire un crime barbare dans un lieu de culte, de toute religion, comprennent la portée du geste. Alors j'ai bien écouté le procureur. Ce que j'ai entendu, c'est qu'on a une victime qui est un Malien en situation irrégulière, qui était mineur isolé et dont la famille était en France. Une partie de la famille, oui. Situation compliquée. J'ai entendu aussi que ce Malien serait enterré au Mali. Il y a là quelque chose de symbolique, et non pas en France. Et puis il y a un individu qu'on ne connaît pas pour l'instant, mais dont on a compris en écoutant le procureur qu'il voulait être un tueur en série. C'était ça son idéal, un tueur en série. Il voulait tuer d'autres personnes. On a compris aussi qu'il avait déjà envoyé des avertissements et que peut-être il aurait pu être arrêté avant. Il aurait pu être intercepté. Et en fait, on a compris que, contrairement à l'exploitation scandaleuse qui a été faite de ce drame, et sur laquelle on va revenir, l'assassinat dans une mosquée aurait pu se faire dans la rue. Ce n'est pas un motif religieux pour l'instant. Il n'a pas tué quelqu'un parce qu'il était musulman. Il a tué quelqu'un parce qu'il voulait tuer quelqu'un. Et il avait d'ailleurs prévenu le témoin: je vais te tuer ou violer, et puis le suicider. témoin sur les réseaux sociaux, il disait qu'il allait tuer quelqu'un. Qu'il allait tuer quelqu'un, voilà. Donc, moi, ce que je retiens de cette conférence de presse, c'est une mise au point, une mise au net, et qui confirme les analyses qui ont été faites, y compris par le ministre de l'Intérieur, à l'Assemblée. L'exploitation, l'instrumentalisation, la récupération qui a été faite par la gauche est une honte. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir. C'est une honte parce qu'ils sont en train d'installer en France la guerre civile. Et la procureure a expliqué longuement pourquoi, à ce stade, le parquet national antiterroriste ne s'était pas saisi, mais qu'il reste mobilisé en observation et que le ciblage à raison de la race ou de la religion n'est pas un élément, seul élément qui permette à ce que le PNAT se saisisse de ce drame atroce. Philippe. Ce que vous venez de dire m'amène à vous interrompre pour vous poser une question à tous les deux. Quand le père Hamel a été assassiné, le parquet national antiterroriste a été saisi? Oui, parce que les assaillants le faisaient au nom, si mes souvenirs sont bons, et vraiment je reste encore une fois prudent, mais c'était au nom de l'État islamique, c'est-à-dire que c'était des djihadistes qui avaient... Criant à Allah Akbar. Exactement. C'est ça. Et pour l'attentat de Nice? C'est pareil. Pareil. Ok, voilà. Donc, c'est une information importante qu'a donnée le procureur. Pour l'instant, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi. Donc, je pense que les Mélenchon et la Mélenchonie, au lieu de mettre le pied au plancher, il ferait mieux d'avoir la même prudence que nous. La prudence de la paix civile. Et non pas
les audaces de la guerre civile. Et on va y revenir dans un instant, mais avant cela, et c'est une question, nous travaillons ensemble depuis quasiment 2 ans maintenant, et nous avons été amenés, malheureusement, Philippe de Villiers, à traiter trop souvent d'ailleurs ces drames nationaux où des individus se lancent dans des périples meurtriers, et à chaque fois je vous pose la même question, de quoi ce drame est-il le nom? Alors tout en restant encore une fois prudent et en prenant de la hauteur, de quoi, Philippe de Villiers, selon vous, ce drame est-il le nom? Quand nous sommes appelés cette semaine, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne de la hauteur, de la distance, au-dessus des 50 années que j'ai vécues. Parce que j'ai vu, moi, vous êtes trop jeune pour l'avoir vécu, j'ai vu la grande dérive. Et je pense souvent à un mot de Nicolas Gomez d'Avila, un grand penseur, qui a dit ceci: l'habileté de l'homme d'État postmoderne, c'est de s'approcher le plus lentement possible de la catastrophe. Méditez ce mot. La catastrophe. Quelle catastrophe? La catastrophe qui a été prédite par l'ami d'Emmanuel Macron, qui a contribué à le faire élire, qui était son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. La prophétie de Gérard Collomb, cette semaine, pour la première fois, on a pu penser qu'elle était peut-être en train de se réaliser. Il a dit, aujourd'hui, nous sommes côte à côte, demain, nous serons face à face. Eh bien, entre le aujourd'hui et le demain, il y a le grand passage. Nous y sommes. Nous sommes entre le aujourd'hui et le demain. Moi, si j'ai accepté de faire cette émission, c'est pas pour faire plaisir. C'est pas pour me faire plaisir. Ça me coûte. La vérité ne triomphe jamais, mais ses ennemis finissent toujours par mourir. Ça me coûte de dire la vérité, parce qu'elle est amère. Mais c'est mon devoir d'être un lanceur d'alerte jusqu'à mon dernier souffle. Alors voilà ce que j'ai vécu pendant 50 ans. Je le dis avec une émotion profonde et une grande tristesse. Ça concerne toute la classe politique au pouvoir, sans exception. Toute la classe politique au pouvoir, toutes nos élites dirigeantes. La classe politique au pouvoir, pendant 50 ans, elle a voulu changer de société. Elle a voulu la société multiculturelle. Ça y est, on l'a. Demain, elle aura la classe politique au pouvoir qui ne change rien sauf en surface par un exercice de communication. Elle aura la société charia compatible. Et après-demain, nous aurons la société des milices. Nous avons la société multiculturelle à la faveur de l'immigration invasive que nous ne sommes pas capables d'arrêter. Nous aurons la société charia compatible avec les frères musulmans et la halalisation du mode de vie. On s'en aperçoit même plus, on y va tout droit. Et enfin, on aura la société des milices avec les insoumis qui viennent d'annoncer les premiers groupes d'autodéfense populaire il y a 2 jours. Richie Thibault. C'est-à-dire en fait l'équivalent des corps francs de la République de Weimar qui ont intimidé et fait basculer l'Allemagne dans les années 30. Alors je reviens sur chacun de ces 3 crans que nous avons franchis. Le premier cran, c'est la société multiculturelle. Quand je suis à Sciences Po, en 1972, nos profs, presque unanimes, nous vantent les mérites du Liban. Le pays où coule, disent-ils, le miel et l'encens. Le pays du cèdre qui, disent-ils,
J'ai retrouvé mes notes cette semaine, de l'époque. Anticipation prophétique du communautarisme en gestation de l'Occident. En fait, nos profs étaient américanisés dans leur tête. Donc pour eux, la société multiculturelle, c'était un bien en soi. C'était aller vers l'Amérique, donc vers le progrès. Et ils avaient sous les yeux, pensaient-ils, un modèle. C'était le Liban, le paradis diversitaire. Et en fait, ce qu'ils nous proposaient, c'était de rêver avec eux d'un Liban à la française. J'ai retrouvé l'expression, d'un Liban à la française. Je ne dirais pas de qui elle est. Il est encore vivant, un vieux prof. Qu'est-ce qu'il peut penser aujourd'hui? Le Liban, on l'a chez nous maintenant, le Liban. Pauvre Liban que j'aime tant. Pauvre Liban qui pleure, et que nous avons abandonné. On nous a proposé le multiculturalisme comme la solution à tous nos problèmes, la cohabitation multiculturelle du Liban transposée en France. On nous a proposé que la France du Levant devienne la France du couchant. Mais ça n'est plus la France. Qu'est-ce qu'une société multiculturelle? C'est le passage du principe de l'assimilation, qui est dans le Code civil, au principe de l'intégration. Quelle est la différence? L'assimilation, c'est faire de l'autre un autre soi. L'intégration, on n'intègre plus des individus volontaires, on intègre des groupes, des communautés. Et maintenant, on ne parle même plus d'intégration, on parle d'insertion, voire d'inclusion. La société inclusive. La société inclusive, ça veut dire venez comme vous êtes. C'est-à-dire avec vos mœurs, avec vos croyances, avec votre civilisation. Faire de l'autre un autre soi. Ça veut dire que c'est très difficile. Ça peut se faire que avec des individus volontaires. Pour faire de l'autre un autre soi, il faut 2 conditions, je crois. La première, il faut que l'autre soit d'accord pour devenir un autre soi. Mais il faut que l'autre soit, qu'on soit fier de transmettre quelque chose. Il faut que l'autre ait envie de me ressembler. Mais il faut que je donne envie qu'on me ressemble. Y a-t-il encore des Français qui échappent au principe de la honte, de la culpabilité collective? Y a-t-il encore des Français qui savent ce qu'est la France, l'âme française? Est-ce qu'on est capable de la transmettre? Oui, à quelques personnes. Moi, j'ai des amis qui sont étrangers, qui sont en France, et qui m'écrivent chaque semaine pour dire « Ah, merci de ce que vous avez, merci de vos apologues, etc. » On découvre. Ils ne savent pas qui est Vincent de Paul, ils ne savent pas qui est Cameron, etc. Rien, on ne sait plus rien. Les sociétés multiculturelles, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une phrase que j'ai retrouvée, je ne dirais pas de qui elle est, d'un homme politique qui est décédé, mais qui a conduit la destinée de la France. Il a dit « C'est la grande aventure de la juxtaposition communautaire ». C'est ce qu'on dit encore à Bruxelles. La juxtaposition communautaire. En fait, nos élites cultivent l'exotisme de leur propre disparition. Ils ont le repentir jubilatoire. C'est-à-dire qu'on a ouvert la nation aux fraternités cosmiques en pensant que c'était notre destin. C'est-à-dire en finir avec la France, uniculturelle. Toutes les sociétés multiculturelles sont déculturées, d'abord, et ensuite multiconflictuelles. Alors là, il suffit de regarder le monde entier et l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que, je vais expliquer ça parce qu'il y a un jeune qui m'a dit « vous devriez expliquer le multiculturel », parce que le multiculturel, pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est la rencontre, etc. Alors, je vais expliquer quelque chose de très simple, qui est le bon sens de mon voisin Samuel Gilbert, paysan de la Macarrière, auquel je reviens toujours quand je me pose des questions. Quand vous mettez ensemble des gens qui n'ont pas la même mémoire commune, quand vous mettez ensemble des gens qui n'ont pas le même art de vivre, les mêmes mœurs, les mêmes croyances, la même manière d'habiter le monde, quand vous mettez ensemble des gens qui n'ont pas été bercés par les tonalités intimes de la même langue, qui est une romance, une langue c'est toujours une romance, alors vous organisez la société de méfiance, vous organisez la société du face-à-face.
Voilà pour la société multiculturelle. Et quand vous avez une société multiculturelle, elle est facile à infiltrer. Et voilà que nous avons la société charia infiltrée. C'est pas moi qui le dis. Le ministre de l'Intérieur a promis de publier un rapport explosif. Je ne sais pas ce qu'il arrête d'ailleurs, peut-être que c'est du côté du Premier ministre qui dit non, attention, oh là là, bon. Mais un rapport explosif sur les frères musulmans. Mais écoutez ce qu'a dit le 13 décembre dernier le directeur général du renseignement français, M. Bertrand Chamoulot. Il dit il y a deux dangers, le narcotrafic, les frères musulmans. Il s'arrête sur les frères musulmans et il dit ceci. Les frères musulmans, contrairement à d'autres, ne veulent pas le recours à la violence. Ils ne pratiquent pas le recours à la violence. Non, ils pratiquent l'infiltration, l'entrisme dans le sport, à l'école, dans la santé, etc., etc. Mais ce qu'ils veulent, dit Bertrand Chamoulot dans le journal Le Monde, et c'est passé inaperçu, il dit ce qu'ils veulent, c'est établir en France le califat. Toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le califat, qu'ils aillent regarder sur Wikipédia le califat, ils comprendront ce que ça veut dire. Et sinon, ils n'ont qu'à lire le livre de Houellebecq, Soumission. D'ailleurs, dans son roman Soumission, Houellebecq avait choisi un Premier ministre. C'était qui? François Bayrou. Voilà. Alors, la société charia infiltrée, ça veut dire qu'ils avancent. La Jordanie a interdit les frères musulmans, l'Autriche a interdit les frères musulmans, nous, on ne bouge pas. Ils sont en train de prendre le pouvoir local. Vous verrez aux élections municipales, etc. Mais ce que je voudrais dire là, en cet instant, c'est qu'il y a un compagnon de route pour les frères musulmans. C'est Jean-Luc Mélenchon. Et je voudrais revenir un instant sur les larmes de Jean-Luc Mélenchon. Les larmes de crocodile, non, de Crotale. Le Crotale, il vous serre à la gorge et il vous tue. Et il faut bien comprendre les larmes de Jean-Luc Mélenchon. Je vais les interpréter. Ce sont des larmes qui s'adressent au nombre et qui vont chercher la colère. Le nombre est indispensable à Jean-Luc Mélenchon. Le nombre, c'est les urnes. Les urnes, c'est la créolisation. La victoire du nouveau peuple. La victoire du nouveau peuple, c'est pour moi qu'il dit, c'est lui. Le peuple d'humanité. C'est-à-dire un nouveau peuple qui remplace l'ancien peuple. Et puis, la colère. La colère, c'est la rue. Et la rue, c'est l'insurrection. Donc, en fait, il a deux obsessions alternatives, Jean-Luc Mélenchon. La rue, les urnes. La créolisation, l'insurrection. On verra ce qui colle, on verra ce qui marche. Pour l'instant, les deux marchent bien. Puisque c'est lui qui donne le là. C'est lui, il y a eu un édito ce matin absolument magnifique de Vincent Trémollet de Villers, qui dit en fait Jean-Luc Mélenchon, il a donné le là, et le là, c'est l'antiracisme. C'est-à-dire que les Français sont des racistes, ceux qui ne sont pas racistes, ce sont les victimes des Français, donc l'électorat supplétif qui nous manque. L'électorat supplétif qui manque à Jean-Luc Mélenchon, ce sont les musulmans. C'est d'une grossièreté, c'est d'un cynisme épouvantable. Et je le dis à tous nos compatriotes musulmans, ne vous faites pas avoir. Ces larmes, il ne faut pas les croire. Et enfin, j'arrive à l'affrontement, j'arrive à la guerre civile, j'arrive à la troisième société, la société des milices. Parce qu'en fait, ce qu'a dit le collaborateur de Ercilia Soudé, c'est un mot qui fait tout basculer. Il appelle, écoutez-moi bien, à la création de groupes d'autodéfense populaire. Ben, ce sont les milices. Et dans les périodes de troubles, les milices, elles sortent de l'état de droit, donc on n'est déjà plus dans l'état de droit. J'ai cité les corps francs, mais on pourrait citer beaucoup d'autres exemples dans l'histoire. En fait, moi je dis aux Français qui nous regardent, et à ceux qui regarderont cette émission en replay, ou à ceux qui vont nous écouter sur Europe 1, dressez-vous.
contre ceux qui sont les ennemis de l'intérieur, la 5e colonne. Si on était courageux, vous savez ce qu'on ferait? Moi, si j'étais au pouvoir, premièrement, je fais une grande politique, on stoppe l'immigration. De manière définitive, on sort de Schengen. Deuxièmement, on fait une grande politique de francisation, de refrancisation. Il faut que les petits Français, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, apprennent à aimer la France. Troisièmement, on interdit les frères musulmans. Et quatrièmement, j'interdis les milices par avance, là, avec une procédure judiciaire tout de suite sur le... Comment vous l'appelez? Ricci Thibault. Voilà. Ricci. Un homme a été la cible de la gauche radicale, Philippe de Villiers. C'est le ministre de l'Intérieur qui a été accusé d'alimenter ce climat de haine contre les Français de confession musulmane. Mais pas que. Amin El-Khatmi, régulièrement, qui intervient chez nous et depuis le 7 octobre, est souvent la cible de cette gauche radicale. Lui qui a fondé pourtant le Printemps républicain, qui est un parti... disons, de la gauche républicaine. Je vous propose d'écouter Amin El-Khatmi qui a réagi cette semaine au micro de CNews avec Pascal Praud. Les pires insultes racistes que je les reçois de militants insoumis qui m'expliquent que je suis un collabeur, que je suis un traître, que évidemment je suis vendu aux sionistes parce que j'ai simplement, depuis le 7 octobre, je me suis tenu aux côtés des Français de confession juive parce que j'étais ulcéré, que des amis me disent on va quitter le pays parce qu'on ne veut pas que nos enfants se fassent casser la gueule dans la rue. Donc vendu aux sionistes, au Mossad. Et donc il y a l'idée qu'au fond, un arabe ne peut pas penser par lui-même, ne peut pas être patriote. Moi, j'aime mon pays. Eux, ils préféreraient que je sois dans le discours victimaire, que j'explique que ce pays est raciste, que ce pays est islamophobe, que les miens sont persécutés, et donc que j'adhère à cette facilité-là. Moi, non, je suis patriote, j'aime la France, je considère que c'est un pays exceptionnel qui a accueilli nos parents, qui nous a donné les moyens de nous élever, de sortir de l'assignation à résidence identitaire. Et aujourd'hui, ce sont des gens de gauche qui se disent universalistes, qui sont devenus pires que l'extrême droite. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous avez parlé de la stratégie de la France insoumise, du cynisme. En quoi, selon vous, y a-t-il eu cette semaine instrumentalisation de l'actualité par la France insoumise? D'abord, je voudrais saluer Amin parce que c'est extraordinaire ce qu'il a dit. Ça m'émeut. C'est tellement vrai et en plus, il prend des risques. C'est remarquable. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Bon, voilà, donc ça nous rend l'espoir. Alors maintenant, je vais vous répondre. Votre question, c'est sur l'instrumentalisation. Alors en fait, la méthode trotskiste, moi j'ai bien décrypté cette semaine, la méthode Mélenchon. Il applique le cahier. Alors, d'abord, il faut cimenter. C'est refaire une unité de la gauche. Donc, encore une fois, l'unité, ce que j'ai dit au début, c'était l'anticapitalisme. Maintenant, c'est l'antiracisme. Donc ça, c'est fait. C'est bien, ça marche. Boris, ils reviennent tous, vous avez vu, ils reviennent au bercail. Ils s'éloignent, mais à chaque fois, ce sont les fils prodigues de l'antiracisme qui reviennent pour se faire réélire. Donc en fait, ce qu'on a eu, ce que disait Vincent Trémollet sur Europe 1 ce matin, on a vu le Front républicain là, dans la rue hier. Donc on le verra dans les urnes la prochaine fois, après la dissolution, ou en 2027. Donc d'abord cimenter, ensuite disqualifier. Pour disqualifier, il y a une arme juridique, l'islamophobie. J'y reviens dans un instant. Ensuite, il faut intimider, isoler. Et enfin, cibler. Voilà ce qu'ils ont fait à Bruno Retailleau cette semaine. Ils l'ont ciblé. Ils ont tenté de le disqualifier. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour tous les Français qui, aujourd'hui, réagissent? Ils sont en train d'expliquer on va tous vous envoyer au tribunal parce que vous êtes tous islamophobes. Qu'est-ce que l'islamophobie? Elle a été très bien définie par Florence Bergeau-Blaclair, que je cite souvent, qui est pour moi la personne la plus remarquable qui a su analyser le spectre du frérisme,
dans un livre remarquable. Elle a fait un papier dans le Figaro d'1 page l'autre jour, que j'ai lu, relu. Elle dit ceci: l'islamophobie permet de disqualifier toute personne qui critique l'islam, le Coran, la charia, le djihad, l'islamisme et même la lapidation. C'est-à-dire quiconque critique l'islam, pas simplement les musulmans, quiconque critique l'islam peut être accusé d'islamophobie. Et elle cite une vieille connaissance que nous avons souvent vue et revue avec vous, Elias Dimzalem, l'homme qui avait appelé à l'intifada. Condamné pour ça d'ailleurs. Voilà. Et c'est le fondateur de l'Islam Info. Il faut toujours écouter ces gens-là. Et il dit ceci: l'islamophobie, c'est tout ce qui empêche de construire la communauté ou de la développer. De construire ou de développer la communauté. En d'autres termes, la lutte contre l'islamophobie vise à supprimer les obstacles à l'islamisme. Et la lutte contre l'islamophobie n'a pas pour but de dénoncer les haines et les discriminations. Elle a pour but, je cite Florence Bergeau-Blaclair, de créer les conditions d'une insertion, d'une intégration dans l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'arme de l'islamophobie, on fixe tout le monde au sol. Tout le monde a peur. Et d'ailleurs, c'est si vrai que le maire de Marseille, cette semaine, dans un conseil municipal, trop peu remarqué, a menacé ses opposants, qui parlaient de la charia, de les emmener au tribunal. Et il a dit: désormais, il y aura à côté de moi un avocat, donc un procureur, on se croirait avec Fouquier-Tinville, et qui dénoncera chaque propos islamophobe. Donc ils sont en train de s'installer, d'installer une arme juridique en liaison avec le tribunal, ce qui va plaire à notre ami Rosan Vallon, la nouvelle démocratie judiciaire, la judiciarisation de la vie politique. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et donc, toute cette polémique et cette récupération et cette instrumentalisation pour essayer de clouer au sol le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, voilà le but. Moi, ce qui m'a frappé cette semaine, je vais vous dire, c'est la solitude du ministre de l'Intérieur. Quand il se lève et qu'il répond à la France Insoumise avec courage et fermeté, je regarde le banc, moi. Et comme j'ai été sur ce banc, je sais très bien. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Et quand vous entendez Bayrou quelques instants plus tard, c'est une bouillie pour les chats. Le vivre ensemble, etc. Rien. Ouais, c'est le silence des élites de notre pays aujourd'hui sur la question de l'islamophobie, sur la question de l'islamisation de la France. Le silence, vous voyez, la phrase de Pascal, le silence infini, le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Il est 20h et pour les téléspectateurs qui nous rejoignent habituellement, débute l'heure des pros. Mais vous avez fait une promesse, Philippe de Villiers, de jouer les prolongations parce que nous avons écouté ensemble la conférence de presse de la procureure de la République de Nîmes après le meurtre d'Aboubacar Cissé. C'était il y a une semaine, jour pour jour. Avant de parler de M. Rosan Vallon, l'un des penseurs de cette gauche historique, je voudrais juste vous faire réagir à cette une de Charlie Hebdo, puisque vous parliez des larmes de crocodile de Jean-Luc Mélenchon. Combien de temps allons-nous encore supporter cet escroc, titre Charlie Hebdo? Mais ce qui est intéressant, c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon. On est à l'époque en novembre 2015, où il disait... Bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Oui. J'ai pris les vôtres. Je conteste le terme d'islamophobie. On a le droit de ne pas aimer l'islam comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme. Oui. Jean-Luc Mélenchon, 2015. Oui. Ça, c'était avant. Ouais. Et ça, c'était avant, dit Geoffroy Lejeune. Oui.
Mais moi, je me souviens très bien un jour à Strasbourg, on parlait tous les deux, parce que j'ai toujours eu, comme vous savez, des bonnes relations. Dans le commerce privé, il est très sympathique. Robespierre était pareil, et Carrier aussi, il faut toujours se méfier. Et il me dit, j'ai fait 2 erreurs dans ma vie. La première, sur la laïcité, je n'ai pas été assez ferme, etc., par rapport à l'islam. Et ensuite, Maastricht. J'ai voté oui à Maastricht, j'aurais dû voter non. Voilà. Le journal Le Monde a ouvert, et vous souhaitiez absolument revenir sur ce sujet, Philippe de Villiers. Le journal Le Monde qui a ouvert ses colonnes à un célèbre professeur du Collège de France, un des maîtres à penser de la gauche historique, Pierre Rosanvallon. Il a abordé d'une manière, semble-t-il, toute nouvelle, la question de la souveraineté du peuple et de la liberté d'expression. Alors, c'est un article qui date d'il y a une dizaine de jours, mais vous souhaitiez absolument revenir sur ce sujet parce que, peut-être, selon vous, c'est une bascule. Quelle analyse faites-vous de ce long manifeste ? Vous êtes-il rassuré, monsieur Rosanvallon ? Ah non, il n'a pas rassuré du tout, vous allez voir pourquoi. D'abord, il faut dire qui est Pierre Rosanvallon, parce que la plupart de nos téléspectateurs et auditeurs ne le connaissent pas. Moi, je le connais bien depuis longtemps. Pierre Rosanvallon est un mage du système. Il fait partie du petit monde que Péguy appelait le parti intellectuel, celui qui définit, dit Péguy, la métaphysique de la cité. C'est pas rien. Il exerce un de ces métiers où l'instrument principal est l'opinion qu'on a de soi-même et où la matière première est l'opinion que les autres ont de vous. C'est-à-dire les professions délirantes, pour parler comme Paul Valéry. C'est une profession délirante. Mais son délire est écouté, il est entendu, il est guetté par la Macronie, par la Mélenchonie, par toute la gauche et tout le centre. Et donc il s'est vu offrir 2 pages dans Le Monde. C'est pas rien. 2 pages pour sauver la démocratie. Et pour sauver la démocratie, qu'est-ce qu'il a proposé ? Premièrement, revoir le fait majoritaire. Deuxièmement, revoir la liberté d'expression. Écoutez la suite. Vous avez bien entendu ce que j'ai annoncé. Pour sauver la démocratie. Donc d'abord, il faut changer de souverain. Voilà pour le fait majoritaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 peuples, dit-il, je le cite. Il y a ce qu'il appelle le peuple arithmétique, c'est un métalangage. Il doit être très content, funambule de la sémantique. La gauche sait inventer les mots. Parfois, elle les maltraite, après les avoir inventés. Et donc, un peuple arithmétique. Alors, c'est quoi le peuple arithmétique ? On devine, c'est un agrégat inconstitué de peuples désunis, comme dirait Metternich, qu'on trouve dans les urnes, quoi. Mais ça n'a aucun sens. C'est le suffrage universel. Mais il y a un autre peuple qui s'appelle le peuple communauté. Celui-là, c'est l'ensemble des valeurs et des principes qui guident notre société. Et l'instrument de ce peuple-là, c'est la justice. Et donc, conclusion, il y a 2 conclusions. Dans la première partie, dans la première page, sur le fait majoritaire, première conclusion, la légitimité du pouvoir des juges est supérieure à la légitimité du pouvoir des élus. Et deuxième conclusion, la vraie souveraineté populaire, c'est la souveraineté judiciaire. Donc c'est la judiciarisation de la vie politique dont je parlais il y a un instant. C'est en fait le messianisme judiciaire, c'est-à-dire qu'en fait les nouveaux tribuns du peuple, ils sont plus sur le forum, ils sont au prétoire. Deuxièmement, la liberté d'expression. Elle doit être soumise à l'empire de la société de surveillance. Pourquoi ? Parce que Rosanvallon fait un constat. Écoutez bien la phrase, elle est sublime. La démonisation, je cite, la démonisation du populisme n'a plus d'effet. Donc il faut faire autre chose. Deuxièmement, il faut donc poursuivre sans relâche, je cite, les voleurs de mots
et les trafiquants d'idées. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Suivez mon regard. Les voleurs de mots, les trafiquants d'idées, je suis sûr qu'il y en a dans cette maison. Peut-être même sur ce plateau. Oui, peut-être sur ce plateau, oui. Peut-être d'autres qui sont invoqués. Je pense à Saint-Ignon qui doit s'inquiéter. Oui, je connais un certain Vincent, mais pas Vincent de Paul, et un autre Vincent qui doit se sentir concerné. Voleur de mots, trafiquant d'idées. Il n'y a que Rosan-Vallon pour trouver un truc pareil. Mais alors, attendez, c'est pas fini. Du coup, il dit, il n'y a qu'une solution, c'est le harcèlement judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, il retrouve la machine à cran de Hannah Arendt qui décrivait la démocratie populaire et le régime totalitaire de la manière suivante. Il y a d'abord la démonologie. On fait de vous un démon. Ensuite, il y a le déni du réel. Le système s'auto-raconte. On fait de vous un déviant. Et enfin, la stigmatisation judiciaire. On fait de vous un délinquant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 2 pages? C'est ça qui est important. Je vois votre impatience. Et laissez-moi aller jusqu'au bout, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Jamais. Laissez-moi vous prouver qu'il fallait que je traite ce sujet. Mais j'en suis très heureux. Au Alors, contraire, écoutez-moi bien. Puisqu'il a été sous-traité, je trouve. Oui, absolument sous-traité. Si vous voulez, les journalistes sont des moines copistes qui ne comprennent pas les papiers qu'ils lisent. C'est sympa pour Geoffroy et moi. Merci beaucoup. Merci. Parle pas de vous. Voilà, on a un nouveau costard gratuit. Merci. Vous l'avez cherché. Allez-y, Philippe. Allez-y. Non, mais parce qu'on va perdre. Attends, reprenons le fil de Rosan-Vallon. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, derrière, il y a un constat amer de Rosan-Vallon et de tous les autres, du Monde et de tout le commentariat officiel, qui tourne à la panique et qui a été très bien résumé par une tribune de Ariane Mouchkine dans le journal Libération le 12 juin 2024. Une tribune d'autocritique. Et elle dit ceci, je cite de mémoire, mais au mot près. Nous, la gauche, et spécialement la gauche de la culture, nous avons lâché le peuple. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, nous leur disions qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Et lorsqu'ils insistaient, nous leur disions « vous êtes des imbéciles ». Et lorsqu'ils insistaient de plus belle, nous leur disions « vous êtes des salauds ». Vous savez, la traversée de Paris, salauds de pauvres. Et donc, il y a un sauf qui peut. Le sauf qui peut, c'est quoi? Il faut sanctuariser, il faut sauver le récit mondialiste, diversitaire, de la caste planétaire, élitaire, en difficulté, aujourd'hui bousculé partout dans les urnes. Il faut sauver ce système. Et faire écho à l'appel de Madame von der Leyen, l'impératrice, à Davos, qui a dit « le péril de notre temps, c'est l'information » à cause de la désinformation. Et elle visait CNews, évidemment, entre autres. C'est-à-dire ceux qui ont la parole libre. Alors, en fait, ce qu'elle propose, écoutez la finesse, c'est qu'en fait, ils veulent une société de surveillance, mais moi j'ai compris pourquoi. Pour avoir une société d'autosurveillance. C'est ça, la finesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de surveiller à un moment donné. Pourquoi? Parce que le journaliste s'auto-surveille, l'homme politique s'auto-surveille, et le prof en classe s'auto-surveille, et même s'auto-censure. Et là, le boulot est fait. Donc en réalité, ce que propose Rosan-Vallon, et c'est ma conclusion, et c'est la conclusion de l'article, il faut qu'il y ait un ministère de la vérité, et c'est la justice, qui va définir les normes, qui va définir la novlangue. Et ensuite, la crainte et la peur de sortir du périmètre sanitaire feront le reste et favoriseront l'avachissement des consciences. Vous savez, il faut méditer la phrase de Bernanos, la principale menace sur la liberté,
ce n'est pas qu'on se la laisse prendre parce qu'on peut toujours la reconquérir. C'est qu'on désapprenne de l'aimer et qu'on ne sache plus très bien ce qu'elle est. Philippe de Villiers, vous avez fait cette promesse. Vous restez encore un peu plus longtemps avec nous. C'est une habitude dans cette émission. C'est peut-être le moment le plus important pour ceux qui vous suivent tous les vendredis soirs. C'est l'apologue. Et on va parler d'un 30 avril 1863. On va parler de la Légion d'honneur, la Légion étrangère, pardonnez-moi, qui s'est illustrée à Cameron au Mexique. Le président de la République, d'ailleurs, a présidé à Aubagne la cérémonie de commémoration de cette célèbre bataille. Et avant de vous donner la parole, je voudrais que vous voyez cette séquence qui vous a marqué. C'était cette semaine, regardez. Et Philippe de Villiers, comme vous pouvez le voir, je suis venu accompagné des 3 attributs de la Légion étrangère, avec la ceinture de velours, avec les épaulettes et bien évidemment le képi blanc Cameron, raconté par Philippe de Villiers, c'est maintenant. C'est Jean Cocteau disait sans le cérémonial, tout meurt. Et alors voilà le cérémonial. Comme chaque année, il revient. Le 30 avril, c'était avant-hier. Le 30 avril, c'est l'anniversaire. Cet anniversaire a une signification particulière. C'est très émouvant. C'est la grandeur de la France qui passe par la Légion étrangère, par le képi blanc. On est dans la cour d'honneur du premier régiment étranger d'Aubagne. Et c'est le moment de l'ostension annuelle, c'est ainsi que parlent les légionnaires, de la main du capitaine d'Anjou, qu'on vient de voir à l'écran, qui est le symbole, la relique des légionnaires. C'est un légionnaire qui est désigné pour son parcours exemplaire et qui marche lentement vers le monument aux morts de la Légion, au rythme sobre et grave de la caisse claire. Il porte la main de bois devant lui et il est escorté par les sapeurs du régiment étranger du génie, reconnaissable à leur képi, reconnaissable au tablier de cuir, reconnaissable à la hache, reconnaissable à la barbe. Et c'est le moment de la récitation de Cameron, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que chaque année, un officier de la Légion ou un simple légionnaire raconte Cameron. Cameron, c'est un symbole. Le capitaine d'Anjou, c'est un personnage symbolique. Il ne cède jamais. À un moment donné de la bataille de Cameron, devant l'hacienda de Cameron, un officier mexicain s'approche. Il a presque pitié du capitaine d'Anjou. Et il lui dit « Capitaine, vous êtes perdu. Nous sommes plus de 2000, vous êtes une poignée. Rendez-vous. » Alors le capitaine d'Anjou brandit sa main gauche,
sa main de bois. Il faut dire que sa main, sa vraie main, sa main de chair, il l'a perdue dans une reconnaissance dans le Djebel algérien. Il a confectionné là-bas une main, une prothèse en bois. Et il a glissé dans la prothèse une cartouche. C'est sa réponse. Et fièrement, il s'exclame devant les 60 compagnons légionnaires, ne comptez pas sur nous pour nous rendre, car nous avons encore des cartouches. Et quelques instants plus tard, il reçoit une balle, il s'effondre en sang. C'est fini. Mais les 60 légionnaires vont continuer à se battre. Ils vont tenir leur serment. Ils vont tenir leur serment. Et c'est là que naît l'épopée de Cameron, la mystique de Cameron. La mystique de Cameron, c'est l'esprit de la Légion. On parle de l'esprit de la Légion. C'est de là que vient l'esprit de la Légion. Et l'esprit de la Légion, écoutez-moi bien, parce que par les temps qui courent, ce que je vais dire est plus important que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est une belle définition de la France. L'esprit de la Légion, c'est l'incarnation d'un engagement qui permet à des étrangers qui aiment la France au point de la servir et de donner leur vie pour ce pays. C'est ce qui permet à ces étrangers de devenir des enfants de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. C'est quelques vers que j'ai appris quand j'étais enfant, que mon père m'a appris, qui m'était rappelé récemment par le colonel Guillaume Allaire, bel officier français, avec qui j'ai parlé de Cameron hier, qui a inspiré un petit peu cet apologue. Et qui est les vers qui sont les suivants. Qui sait si cet inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Eh bien, un grand merci Philippe de Villiers. Je rappelle les 3 attributs, la ceinture de velours, les épaulettes, que je n'ose toucher. Hein. Le képi, vous allez donner des mauvaises idées à la direction de CNews, puisqu'il est 20h20, on a joué les prolongations de 20 minutes, mais finalement, ils vont peut-être se dire qu'il faut faire 19h, 23h face à Philippe de Villiers. Souvent, on gagne le match pendant les prolongations. C'est vrai, ça peut être... Alors, Philippe... faire un cadeau. Ah bon ? Oui, à cause du long week-end. Ah, bah alors, grâce au long week-end. Moi, je ne connais que le droit à la paresse. L'édition Fayard, Lise Boel, publie un livre qui est déjà premier sur Amazon. Oh. Ouais. Et ce livre, il n'est pas indifférent parce que c'est un roman historique. Et il est de qui qui s'appelle Le Bâtard du Roussillon, donc je vous le donne. Donnez-moi ça. Ouais. Ah, merci déjà. Ouais. Et je fais donc Le Bâtard du Roussillon, Jacques de Villiers. Mais qui est Jacques de Villiers, Philippe de Villiers ? À votre avis ? Jacques de Villiers, ça peut être... ce n'est pas votre frère, puisque je connais les prénoms de vos frères. Je sais qui c'est. Ça peut être votre petit-fils, peut-être. C'est ça ? C'est le petit-fils de Philippe. Je le montre à l'antenne. Je crois que c'est le fils de votre fils Guillaume. Oui. Ça, ouais. Et figurez-vous qu'il a 22 ans. Il a 22 ans ? Il a 22 ans. Et il vient d'écrire son premier... Je vais vous dire quelque chose que Philippe ne nous dira pas. Allez-y. Il a écrit et mis en scène, il y a 1 an, je pense, une pièce de théâtre qui apparemment était très, très réussie. Sur les frères Jacques. Absolument. Et là, il publie son premier roman historique, donc un peu comme... écoutez, c'est un roman historique. Et c'est 450 pages, il a 22 ans. Moi, Bon, attendez, il était chez Sonia Mabrouk cette semaine. Et je peux vous dire que les interlocuteurs qui étaient là étaient assez impressionnés. Ouais. Bon, écoutez, vous allez lui dire de venir un samedi matin ? On peut être fier de ses... écoutez, bien sûr. On peut être fier de ses enfants et de ses petits-enfants. Longue vie au premier roman historique de Jacques donc de Villiers, le Bâtard du Roussillon.
je vais me faire gronder. Ça veut dire que j'ai pas regardé un samedi dans la semaine à midi, Sonia, alors que je regarde quasiment tous les jours, parce que c'est l'une des meilleures journalistes, évidemment, de France et de Navarre. Philippe de Villiers, c'était un plaisir d'être avec vous. Un grand merci pour cette émission qui a été un peu bousculée par cette conférence de presse